Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est la Cité du hasard. C'est parti. Il y a très longtemps, bien avant que les hommes n'inventent les dés et les cartes, le hasard était une force divine. On disait qu'il régnait dans une cité enfouie sous les sables du temps. Hasarion, la cité du jeu éternel. Là-bas, les destins se décidaient au son des dés d'or et des roues d'ivoire. Mais un jour, un mortel osa défier les dieux du hasard. Et tout changea. La nuit, le grand désert semblait respirer. Quand le soleil mourait derrière l'horizon, la chaleur du jour s'évanouissait lentement contre la peau salée des dunes. C'est dans ce frémissement, quand l'air vibrait sans qu'aucun oiseau ne le coupe de son cri, que surgissait le bruissement particulier, inoubliable. Les voyageurs habitués à traverser cette mer immobile finissaient par attendre ce moment, ce souffle ténu qui surgissait sans logique, ni avertissement, ni raison. Ce n'était pas un sifflement de serpent, ni la plainte du sable effleuré par quelque animal nocturne. Non, c'était autre chose. Un chant glissé dans le vent, ni triste, ni gai, étrange, comme si les grains eux-mêmes frissonnaient pour composer une mélodie que nul humain n'avait imaginée. Les guides, vieux ou jeunes, gardaient tous le même regard incertain lorsqu'on abordait le sujet du chant. Leurs lèvres se pinçaient, leur voix baissait. On ne suit pas le vent au hasard, disait-il, mais les plus hardis racontaient. Ceux qui l'écoutent trouvent autre chose que la tempête. Il était facile d'écarter leurs récits comme autant de légendes pour effrayer les imprudents, mais dans la solitude de la nuit désertique, quand la certitude s'effiloche comme la lueur des étoiles, chaque murmure prend la forme d'une vérité possible. Durant ces heures d'incertitude, Ikma veillait. Elle, la plus jeune d'un petit groupe de marchands et de pèlerins, gardait le regard pointé très haut, là où le ciel s'écrasait contre la noirceur du sable. Elle ne venait ni pour l'or ni pour les promesses d'oasis secrètes. Son père avait prononcé le nom d'Hasarion une seule fois, lorsque la mort le prenait, voix fêlée et yeux fiévreux. Elle ne reconnut pas l'éclat dans ses prunelles, mais la note étrange, affamée, sur ses lèvres, lui avait laissé une soif froide qui ne la quittait jamais. Hasarion. Un mot venu des bords du mirage. Une cité sans mur certain, bâtie sur les caprices des dieux. Ce soir encore, Ikma pressentait le souffle du hasard, comme une main posée sur son épaule, douce et inquiète. Plus loin, les autres dormaient, roulés dans leurs étoffes, conjurant le froid et la peur. Elle seule, agenouillée, surveillait les ténèbres, attentive au chant. Il commença par un sifflement indéfini, agitant les touffes de graminées desséchées. Puis, à mesure que le vent enflait, la note devint claire, puis presque chantante, tissant avec le silence une mélodie que seule la solitude pouvait entendre. Ikma n'avait pas peur. Au contraire, chaque vibration la reliait au souvenir du mot Hasarion, issue, promesse. Soudain, elle sentit ses doigts picoter, comme si une invisible énergie la tirait vers le nord-est. Le vent y portait, plus fort. Elle ramassa sa cape, jeta un regard aux silhouettes endormies, ses futurs regrets ou compagnons perdus, et franchit la première crête de sable, guidée par l'appel sans visage. Le sable crissait sous ses pas, plus doux que la neige, effaçant aussitôt la trace de sa fuite. Le vent, là-haut, chantait plus net. Par instants, Ikma crut déceler des paroles, des mots jaillis d'une langue que son cœur comprenait mieux que son esprit. Elle ferma les yeux. Des images dansaient derrière ses paupières. Un miroir d'eau cerclé de lumière, un bal masqué dans un palais de soie grise, des éclats de rire mêlés à la détresse de silhouettes perdues entre les arches d'une ville sans mur. On disait que la cité d'Hasarion choisissait ses visiteurs avant qu'eux-mêmes sachent pourquoi ils étaient partis. La progression fut longue entre les rides du désert. À chaque dune franchie, Ikma s'imaginait un instant poursuivi par l'aurore ou par des ombres hostiles. Mais rien ni personne
sinon le souffle du hasard, n'accompagnait sa traversée. Son eau s'allégea dans l'outre, mais elle n'avait pas soif. Sa faim esobliait. En elle, il n'y avait plus ni doute, ni angoisse, seulement la tension extatique des chasseurs de miracles. La lune fuyait, remplacée par l'encre profonde qui précède les premières lueurs. Vers l'est, le chant du vent gagnait de l'ampleur, tissant avec la brise d'autres notes, plus étranges encore. La jeune femme s'arrêta au sommet d'une dune plus élevée que les autres. Sous ses pieds, le sable paraissait vibrer. Elle s'accroupit, posa ses paumes à plat. Des picotements remontèrent ses bras, comme une énergie vive cachée sous la croûte du monde. Quelque chose s'ouvrait dans sa mémoire, comme une vérité retrouvée. Il lui sembla entendre le pas de 100 voyageurs disparus, la rumeur de marchés lointains, le tintement d'objets précieux échangés dans des ruelles de velours ocre. L'instant tenait du rêve autant que de la veille. Elle ne savait plus si elle marchait ou flottait, si la cité qu'elle cherchait était devant, derrière ou déjà en elle. Le ciel pâlissait sur le fil du désert. Soudain, dans l'échancrure de l'horizon, un filet de lumière couleur opale se glissa entre deux dunes. Là, bien loin, quelque chose brillait. Ni flamme, ni reflet. Une vibration, un miroitement fugitif, ensemble palpable et impossible. Ikma sentit son cœur bondir. Était-ce possible que ce ne fût rien d'autre qu'une étoile qui se couchait? Mais le chant, lui, montait, s'élargissait dans toutes les directions, comme si le monde lui-même aspirait un souffle nouveau. Attirée irrésistiblement, elle s'engagea dans la pente, oubliant toute prudence. Son corps ne marchait plus, il glissait, guidé, soulevé parfois par une brise plus vive, délicate caresse à sa nuque poussiéreuse. Les grains de sable, sous cette lumière, paraissaient vivants, irisants, tantôt bleus, tantôt dorés. Elle n'était plus seulement dans le désert, mais à la lisière d'un rêve éveillé. Lorsque ses pieds touchèrent le fond d'une vallée protégée, un frémissement parcourut sa peau. Le silence était absolu ici, si ce n'est le chant, mais, plus que jamais, il résonnait, multiple, comme un cœur dont chaque note correspondait à une pulsation de ses veines. À ses narines montait un parfum inconnu, sec et doux à la fois, évoquant la résine, la fleur ou la poussière sacrée d'un temple oublié. Devant elle, en plein centre de ce cirque de sable, une silhouette se dessinait. Elle n'était ni homme, ni femme, ni bête, ni Dieu. Juste une présence. Quelque chose, montant lentement du sol, comme une brume. Hikma eserita. Son souffle la quitta puis la retrouva brutalement, dans un sursaut d'attente. La présence, mouvante, émettait des reflets argentés, oscillant au gré du vent. Elle tendit la main, n'osa pas toucher. « Qui es-tu » pensa-t-elle plus qu'elle ne chuchota. Le vent se fit plus dense. Dans les remous du chant, elle saisit des mots, perçus plus qu'entendus, vibrant au fond d'elle-même. Je suis le souffle du hasard, l'attente et la réponse, le choix et l'oubli. La voix charriait mille échos, rappelant tour à tour le murmure du père, le rire d'un enfant, le soupir d'une amoureuse. Elle n'osa poser de questions. Ici, tout était réponse. Pourquoi moi? Demanda-t-elle pourtant, d'un souffle, embarrassée de sa petitesse. Parce que tu as écouté. Parce que tu as su t'arracher aux promesses faciles, aux rêves usés. Tu cherches sans espérer, tu demandes sans supplier. Tu crains sans te détourner. Hikma tresselet. Sous ses paupières, les images anciennes se mêlaient à des visions nouvelles. Une tour d'obsidienne hérissée de bannières étoilées, des arcs-en-ciel de souvenance traversant la porte d'une cité invisible, 1000 visages masqués, certains rieurs, d'autres en pleurs, jouant au dé avec de petites sphères blanches qu'ils effleuraient du bout des doigts. « Tu veux voir Azarion » murmura la présence. Elle hocha la tête, incapable de parler, terrassée par la certitude que cette volonté n'était pas la sienne, pas seulement. Depuis toujours, le mot voilait ses songes, guidait ses routes, tordait ses attentes. Elle le voulait sans le vouloir.
Alors le chant grandit. Il n'eut plus rien d'un murmure, il devint puissant, orageux, comme si les dieux se penchaient tout entiers sur cette vallée oubliée. Sous l'éclat du matin naissant, le sable se mit à s'ouvrir, lentement, dévoilant une veine de lumière dorée, éclatante, qui courait vers le nord. Ikma, sans réfléchir, posa un pied sur ce chemin incandescent. Le chant la portait. La brume s'évanouit, remplacée par une essaime de sensations. La chaleur, la douceur, l'amertume, le souvenir d'un baiser perdu, le rêve de la maison jamais reconquise. Tout se tenait là, contenu dans un instant démesuré. En avançant, Ikma sentit sa peur se dissoudre. Le désert derrière elle n'existait plus. Autour, le paysage ondulait, improbable. Ici, le sable brillait comme de l'ambre, et là, il paraissait flou, vaporeux, empreint de milliers de reflets. Les sons étaient déformés, élargis jusqu'à l'infini, réfléchissant à la fois le futur, le passé et une éternité indicible. Au détour d'une crête polie par le vent, la cité se révéla. Azarian. Les récits disaient qu'elle changeait de forme pour chaque visiteur, jouant avec leurs espoirs, leurs peurs, leurs souvenirs enfouis. Sous les yeux d'Ikma, c'était une ville flottante, élevée sur des arches de pierre et de lumière, peinte des couleurs du matin. Ici, les murs vibraient au rythme d'une musique qu'elle reconnaissait. C'était la même que celle du vent, mais incarnée. À chaque pas, elle devinait un palais qui s'étirait le long d'une avenue ondoyante, dont les colonnes paraissaient danser. La nuit jetait sur la route des ombres lourdes, presque palpables, dont la langue silencieuse léchait les roues de la charrette que Kaël traînait derrière lui. Ses mains rouges du froid et de la journée passées à vendre tissus et épices frôlaient la poignée de cuir avec maladresse. Un vent mouillé flottait autour de lui, et la forêt proche soupirait dans la pénombre. Sur le côté du chemin, à la lisière d'une clairière rognée par les broussailles et les pierres moussues, une bâtisse s'annonça, poussant vers la lune sa cheminée bossue et son enseigne branlante. Sur le bois fendu, figé dans la lumière tremblotante d'une lanterne, un valet de carreaux épinglait un sac d'or contre son cœur. Kaël accrocha son cheval à une poutre, essuya les gouttes de pluie de ses sourcils et poussa la porte. L'air était dense et doux, d'une chaleur crasse chargée d'alcool et de fumée. Ausitot. Israel sentit les regards. Des hommes à la mine effilée, la mâchoire contractée par la fièvre des jeux, le détaillèrent, manteau râpé, bourse lourde d'espérance, jeunesse insolente prête à se frotter à l'impossible. Au centre du lieu, une longue table occupait la salle. Autour, des chaises dissemblables supportaient des corps noueux, nerveux. Les déroulaient, les cartes volaient, et les pièces d'or tombaient dans des coupes vidées d'un trait. Des éclats de voix montaient, entrecoupés de bris d'espoir et de rires fendus comme du verre. Kaël sentit cette énergie couvée sous la crasse et la misère, une ardeur vivace, presque vivante. Il chercha un coin où se mêler, discret, et aperçut à l'écart une silhouette avachie, vêtue d'une cape de laine râpée, le visage dissimulé par de longues mèches blanches. Deux mains parcheminées, effilées, pianotaient sur le bord du comptoir. L'homme frotta ses paupières closes et leva un front ridé dans la direction de Kaël. Un aveugle, pensa-t-il, guidé par d'autres sens. D'une voix claire, qui résonnait plus d'assurance que d'années, le vieil homme appela « Approche, garçon. Si tu viens pour la fortune, pose-toi une question. Combien de parts d'espoir peux-tu échanger contre un soupçon de chance ?» Kaël haussa un sourcil. Il s'assit auprès du vieil homme, commandant d'un geste un bol de soupe grise qu'un tavernier silencieux glissa devant lui. « Je m'appelle Kaël. Je ne viens pas pour l'espoir, je viens pour l'appétit. » « Pauvre de toi, alors, murmura l'aveugle. Ses doigts, minces et nerveux, touchaient parfois le comptoir comme on effleure une carte invisible. Regarde autour de toi. Tous les hommes ici brûlent d'obtenir ce que la vie ne leur donne pas. Ils veulent plus, toujours plus, alors ils dépensent ce qui leur reste non pour survivre, mais pour rêver un instant. Kaël observa la salle.
Un paysan au sourire perdumisait sur une main trop risquée. Un couple d'aventuriers échangeait leurs dernières pièces contre un tirage du destin. La pauvreté ici n'était ni une honte, ni un trépas, mais une promesse muette que demain serait différent, si la chance voulait bien tourner la poignée de leur porte. L'aveugle s'humecta les lèvres. Mais il existe un lieu, garçon, où la fortune n'est pas qu'une amante capricieuse. Là-bas, la chance est la loi, et tous ceux qui franchissent le seuil le font en sachant que leur âme sera pesée à chaque geste, chaque souffle, chaque pari. Une lumière glissa sur le visage fatigué de l'homme. Kaël sentit, sans comprendre, que le murmure de la nuit s'épaississait autour de cette confidence. On dit que le portail s'ouvre pour ceux qui ont la foi arrogante, pour ceux qui croient qu'ils n'ont jamais perdu. Zuris. Alors écoute bien. La soupe refroidissait entre les mains de Kaël. Il se pencha, attiré par la gravité de la voix qu'il devinait traverser les âges. Je l'ai vu, ce lieu. La voix était presque un souffle, un fil ténu, comme si le souvenir lui griffait la gorge. Au-delà des bois, là où la rivière cascade sous la lune pâle, un escalier vieux comme la terre descend vers une porte sans clé. Là, si tu t'assieds, le jeu commence. Pas avec des dés ou des cartes. Non. Ici, tes souvenirs sont les mises, tes peurs les jetons, et seuls les gagnants repartent. Kaël croisa les bras sur la table. Et toi, vieil homme, qu'as-tu parié? Ma vue. J'ai perdu. Mais tu sembles n'avoir jamais connu la défaite, pas vrai? Un sourire léger ourla les lèvres de Kaël, le sourire de ceux qui pensent déjouer le sort par la seule force de leur cœur. Je suis né chanceux. Chaque porte s'ouvre, chaque pièce tombe du bon côté. Un chœur de rire et de frustration monta derrière lui. Un homme venait de tout perdre sur un coup de dés désespéré. Le silence, un instant, sembla se dilater autour de Kaël et du vieil homme. Si tu veux la fortune, si tu veux toucher la cime, va là-bas. Gagne contre les dieux, chuchota l'aveugle. Mais sois prêt. Là-bas, chaque choix te dévore, chaque pari pèse sur ton âme. Kaël vida son bol, se leva d'un geste souple, la main déjà sur la bourse à sa ceinture. Il croisa le regard blanc du vieillard, y chercha la vérité ou l'ombre d'une menace. Tout ce qu'il trouva, c'était le vide. Ce vide qu'on trouve après un orage, quand la terre réclame sa part. Plus tard dans la soirée, alors que la taverne noyait ses clients dans le tumulte des paris et la rumeur du vin, Kaël se mêla aux joueurs, sentit sous ses doigts le velours vert taché, entendit le son des dés rebondir comme des promesses sur la table. Il perdit une fois, gagna deux, fit sourire la chance d'un clin d'œil complice, comme si le hasard lui appartenait vraiment. Mais son esprit était ailleurs, l'esprit rendu fébrile par la promesse du vieil homme. En sortant prendre l'air, la bruine avait redoublé, dessinant sur les pavés des flaques que la lueur du lampadaire transformait en pièces d'or coulées. Kaël resta là, sous l'auvent, les mains au creux de ses poches, à regarder les lueurs vaciller. Il se remémorait les mots de l'aveugle. Tout avait commencé par un jeu. Dans l'enfance, Kaël pariait déjà. Avec ses sœurs, il lançait des noix sous la pluie, s'essayait à deviner le nombre d'oiseaux sur la grange, la couleur du prochain cheval passant sur la route. Les enjeux étaient dérisoires. Une pomme, un morceau de pain, un secret chuchoté dans le noir. Mais jamais il n'avait perdu. Cette conviction avait grandi avec lui, nourrissant l'assurance qu'il était né pour défier le sort. Maintenant, un autre jeu s'ouvrait à lui, plus vaste, plus étrange. Un jeu où la chance n'était plus une demoiselle coquette, mais une règle, un commandement, qui modelait le monde non pas selon les désirs humains, mais selon une mécanique froide, inviolable. Il en frissonna, repoussa la sensation d'incertitude et rentra dans la taverne d'un pas résolu. Il acheta un lit pour la nuit, monta l'escalier grinçant dans l'ombre. La chambre était minuscule, avec pour fenêtre un simple meurtrière entr'ouverte sur la forêt noire. Allongé sur le matelas bourré de paille,
Bercé par le chant lointain des joueurs et les pas lourds du tavernier, il pensa aux paroles de l'aveugle. Qui étaient ces dieux contre qui il fallait gagner? À quoi ressemblaient les paris où l'on risquait son âme plutôt qu'une poignée de deniers? Le sommeil le prit, mais le relâcha vite, agité par des rêves peuplés de rivières d'argent, de portes béantes, de tables où les cartes prenaient la forme de souvenirs flous. Sa mère, chantant près du foyer, les larmes de son père, un ciel violet chargé de promesses. Il se réveilla en sursaut peu avant l'aube, la gorge sèche, le cœur battant. La taverne dormait, tissée dans un silence lourd, quand Kaël descendit chercher un broc d'eau. Une braise vive luisait sous la cendre de la cheminée. Il crut percevoir le souffle rauque du vieil homme quelque part dans la salle sombre, mais la voix s'était tue, ne laissant que la résonance de son avertissement. Au matin, la lueur blafarde du petit jour filtrait par les fenêtres sales, révélant la fatigue et la déroute sur les visages endormis. Kaël paya quelques pièces, récupéra son baluchon et salua d'un signe la serveuse tannée par les années. Il sortit, le sang ragaillardi par la brume glaciale qui mordait la lande. En revoyant la façade branlante de la taverne, le jeune marchand sentit l'excitation couler dans ses veines. Partir à la recherche du lieu dont parlait l'aveugle. Un endroit enfoui derrière la forêt, au bord d'un gouffre oublié, où tout se jouerait non plus contre les hommes, mais contre le sort lui-même. Il serra sa bourse dans sa poche. Une dernière fois, il jeta un regard en arrière. Les échos de la nuit, les promesses de fortune, la voix du vieil homme résonnaient à l'orée de son esprit. Chaque choix te dévore, chaque pari pèse. Pouvait-on vraiment battre la chance lorsque celle-ci devenait la loi? Kaël n'avait jamais perdu. Il voulait goûter au rêve d'une victoire absolue, celle que même les dieux redoutent. Il prit la route du nord, là où la rivière s'enroulait de brume, là où le ciel s'ouvrait sur des territoires inconnus, et où les vieux récits se faufilaient dans les branches comme des serpents. À chaque pas, il se répétait « Les autres misent pour survivre, moi, je mise pour conquérir ». La journée s'avançait. La chaleur du jour s'effilochait, tandis que le marché de l'oasis reprenait un souffle plus doux, frôlé par les songes du soir et l'ombre des palmiers. Il flottait dans l'air un parfum d'épices et de fruits mûrs, caressant les narines des marchands qui remballaient, détaillant dans un murmure leurs sacs de jute, leurs tissus chamarrés, leurs paniers de dattes et d'herbes sèches. Kaël, encore grisé par la fatigue d'une longue route à dos de dromadaire, avançait entre les étals. Sa besace vide pendait à son flanc, mais il n'avait rien oublié. La solitude, la soif, la promesse de l'ailleurs marchaient à ses côtés. Il n'était venu ni pour acheter, ni pour vendre. Il errait, happant au passage les éclats de voix, l'entrelac mélodieux d'une flûte, un rire d'enfant ou la clameur heureuse d'un marchand satisfait de sa journée. Près du puits central, une échoppe minuscule surgit de nulle part ou presque. Elle semblait être là depuis toujours, mais Kaël jurait ne l'avoir jamais aperçue. Derrière une nappe fripée, un vieil homme à la barbe de sel, drapé dans un manteau couleur date, frottait lentement entre ses doigts un petit objet qu'il observait d'un œil attentif, comme s'il en attendait la révélation complète d'un secret bien gardé. Les autres gens passaient, indifférents, l'ignorant comme un palmier un peu tordu ou une pierre dans la poussière. Kaël sentit une sensation étrange, comme un vertige juste avant de s'endormir. Dans la poche du vieillard, ce cube luisait, captant la dernière lumière du soir, la dispersant en fragments d'or liquide. Intrigué, il s'approcha, n'osant rompre le silence qui se tissait entre eux, comme une toile trop fragile. Le vieil homme leva la tête et ses iris, verts comme les dattes fraîches, frôlèrent ceux de Kaël dans un long regard. « Je vois, murmura celui-ci, que tu as marché longtemps. Tes pas t'ont porté là où il fallait. » Kaël hésita, la bouche sèche, puis désigna l'objet doré. « Puis-je » Le vieil homme lui tendit le cube du bout de doigt. Kaël le prit. L'objet était étonnamment lourd, tiède, puis froid, puis tiède encore sous ses paumes. Il n'était pas plus grand qu'un pouce, ses arêtes usées, polies, mais parfaitement nettes.
Chacune de ces faces captait la lumière différemment, révélant ce qui semblait des arabesques minuscules, des dessins changeants, mais ce qui frappait, c'était l'unique symbole répété, un œil gravé profondément au centre de chaque face. Un œil qui, Kaël l'aurait juré, semblait parfois fermer sa paupière, parfois la rouvrir, suivant le mouvement du soleil tombant. « Ce dé-là ne se paie pas avec de l'or, » dit le vendeur d'une voix douce. « Ce qu'il pèse, c'est la promesse. » La promesse. Quand le dé te parlera, il faudra l'écouter. Jamais, jamais, tu ne le relanceras 2 fois. Il ne demande autre richesse que celle de l'instant et du respect. Un silence. Puis, Kaël acquiesça. Il tendit sa propre main en échange. Le vieillard serra ses doigts, un regard de peine, de joie ou de fierté dans les prunelles. Pas de marché signé, pas de témoin, sinon les reflets d'or dans la fontaine du soir. Kaël mit le dé dans sa poche, le remercia poliment et s'éloigna sans se retourner, ni entendre ce que le marchand marmonna par-dessus les dattes sèches, que le dé connaisse ton véritable nom, étranger. Le marché s'était vidé, la lune montait large et apaisée. Kaël chercha un coin d'ombre à la lisière de l'oasis, là où les palmes berçaient un sol sablonneux, tapissé d'aiguilles tombées, assez loin de la houle des rires et de la rondeur des lanternes de fête. Il attendit que la fraîcheur nimbe sa peau, que tout se fasse plus silencieux. La torpeur commença à l'envelopper. Sous la tunique, le dé doré pulsait, brûlant, comme un cœur étranger. C'était si curieux qu'il eut du mal à s'endormir, à peine couché contre la terre chaude. Finalement, il sortit le dé de sa poche, le posa devant lui, caressa du pouce une de ses faces, celle où l'œil semblait le fixer, presque complice. Il hésita, se souvenant de la voix du vieux marchand, « Quand le dé te parlera, écoute-le. » Mais pour l'instant, le cube restait muet, lourd, grave. Il fit basculer ses doigts. Un instant, le cube dansa, oscilla, roula dans la paume de Kaël et s'arrêta sur le sol, soulevant un brin de sable. Les reflets d'or se levèrent aussitôt dans la pâleur lunaire. Il pencha le visage, une seule face regardait le ciel. Mais elle était différente, il en fut certain. Ce n'était pas un 1, ni un 2, ni un 3, ni un 4, ni aucun des nombres usés de ses souvenirs d'enfant. Ce n'était pas l'œil pur, gravé, mais sous la paupière ouverte brillait le chiffre secret, un 7 d'une calligraphie ancienne, trop ancienne pour ses yeux, trop audacieuse pour exister sur un dé. Les dés n'ont pas de 7. Pourtant celui-ci, défiant la géométrie du monde, révélait ce chiffre comme une évidence, et Kaël en fut saisi, glacé de la nuque aux pieds. Il n'y eut d'abord rien, sinon le souffle du vent et le cri rêveur d'un oiseau perdu. Puis, le dé vibra, à peine, mais assez pour faire sursauter Kaël. L'œil gravé sembla convulser, l'espace d'un battement de cils. Sans bruit, mais avec poids, une voix se fit entendre. Une voix d'intérieur, qui passait non par les oreilles mais par la colonne, les muscles, la moelle du rêve. Vois ce qui dépasse la somme des mondes connus. Prends ton 7e pas, là où le sable n'a pas de mémoire. Kaël ferma les paupières, écoutant. Sa fatigue s'était effacée. Il voulut poser une question, mais la voix se tut comme si toute question était déjà vaine. Au marché, il avait vendu une promesse, écouter quand le dé parlerait, ne jamais relancer. Il observa la face du dé, qui scintillait encore, comme un feu follet prêt à s'éteindre. Il laissa le silence s'installer, mais en lui, une détermination neuve bruissait. Le 7e pas, là où le sable n'a pas de mémoire. Kaël se releva, le cœur battant, le dé serré dans une main. Tout dormait autour de lui. Les feux, la fraîcheur lente, les silhouettes tapies dans leur couverture de lin. Il traversa les ombres jusqu'à la lisière de l'oasis, frôlant les bornes d'un autre monde, là où la lumière est plus fine, le souffle plus rare. Il passa le premier pas, puis le second, le troisième, égrenant le désert. Il compta. À chaque pas, il respirait plus fort,
sentait le sable crisser sous ses bottes, son odeur légèrement ferrugineuse, brûlante de la chaleur du jour. Au 6e, il ferma les yeux. Au 7e, il s'arrêta, sa main serrée sur le cube d'or. Le sol ici semblait différent, la peau du monde plus lisse, presque polie, mais quand il regarda derrière lui, rien. Aucune trace, aucune empreinte, comme si le sable seulement ici effaçait toute présence, ne gardait rien, ni mémoire, ni passage. Il se pencha, laissant glisser ses doigts le long du sol, mais il n'y avait rien à sentir que la caresse du vent. Le dé vibra entre ses doigts. Un frisson, un souffle d'air, pas plus, mais il devint chaud, brûlant, puis presque trop froid pour être tenu. Kaël le posa instinctivement au sol, et une pulsation étrange traversa l'espace. Autour de lui, le désert vibrait, magnétique, immense. Le ciel paraissait plus profond, prolongé de constellations vierges. Un vertige l'emporta. Il crut s'effondrer, mais non, il restait debout, suspendu entre rêve et veille, un parfum de jasmin à la lisière de la conscience. Dans l'une de ces étoiles, il crut voir l'œil du dé, immense, cosmique, clignant à chaque battement de cœur du monde. Tu as posé le 7e pas, songe à la voix, plus ancienne que toute fatigue. Vois donc ce qui n'a pas de trace, ni d'origine, ni d'avenir. Ce qui existe seulement quand on le regarde. Une lumière se forma devant lui, pulsation dorée. D'abord douce, puis plus vive, elle dessina dans l'air les rides d'un visage. Le sien, mais vieilli, puis rajeuni, puis devenu autre, étranger, familier à la fois. Autour de cette image, des reflets, des silhouettes dansant, voyageant, riant, pleurant, Kaël multiples, infinis. Dans chacun, le même dé était tenu, lancé, mais un seul regardait la face du 7. Soudain, les images se dissipèrent. Kaël crut tomber, mais la voix le retenait, ténue, douce, impitoyable. Tu n'as pas de traces à laisser dans ce désert. Tu es ce qui marche, pas ce qui s'inscrit. Où vas-tu, sinon vers un endroit que personne, pas même toi, ne peut savoir. Il voulait parler, demander le sens de tout cela. Mais la réponse lui parvint comme un écho d'au-delà du temps. Le 7 est ce qui se cache quand on compte trop soigneusement. Il ouvre une porte qui n'est pas faite de seuil, mais de regard. Regarde. Et Kaël regarda. Devant lui, la lumière oscilla, se réfracta, dessinant l'entrée d'un couloir absurde, fait non pas de pierre ou de rideau, mais du souvenir de porte, du désir de franchir, du pressentiment d'un pas à oser. Il sentit dans ses doigts la rugosité du dé doré, posé devant lui comme un jalon impossible. Les palmes de l'oasis, là-bas, dansaient mollement au vent nocturne, très loin. Ici, l'espace s'effritait. Il n'y avait ni bruit, ni chaleur, ni pesanteur, rien que la possibilité, suspendue, d'aller plus loin ou de renoncer. Le vent, ce soir-là, semblait tisser 1000 voix à l'oreille de Kaël. Ça n'était plus une simple brise, mais une vaste présence, attentive, presque inquisitrice, dont le souffle glissait sur chaque grain de sable pour en révéler la mémoire. Kaël avançait sans bruit, le front perlé de sueur et les tempes battantes, suivant les traces fragiles de ses propres pas. Il avait perdu la notion du temps, et c'était comme émerger d'un rêve sans se rappeler y être entré. Devant lui, le désert scintillait d'une clarté qui n'était ni celle de la lune, ni celle du soleil. Ce n'était même pas celle des étoiles. C'était une lumière profonde, vibrante, pareille au battement d'un cœur colossal enfoui sous le sol. Autour de lui, la nuit en valait pour toutes les nuits, et il se sentit si seul, si minuscule au seuil de ce vertige infini. Pourtant, il continuait d'avancer. La soif de connaître, la brûlure du mystère étaient plus puissantes que la peur. En s'enfonçant dans le désert, il perçut tout à coup un frémissement sous ses pieds. Le sable, d'abord compact, devint diaphane, presque liquide. Puis le monde sembla se plier, les perspectives s'écrasaient, la lumière se courbait comme sous une onde invisible. Kaël recula,
mais le sol le retenait, laissant sa marque évanescente dans la poussière. C'est alors que les premiers éclats nacrés jaillirent, comme si quelqu'un avait renversé des joyaux sous la toile de la nuit. Petit à petit, le désert se mua en miroir. Le sable fondit, perdit son poids, jusqu'à devenir un lac de verre, lisse et profond. Kaël se pencha sur son propre reflet, mais ce qu'il vit n'était pas son visage. C'était une cité, irréelle, effervescente, architecturée de dômes aveuglants, de tours ourlées d'or fin. Les murs pulsaient de lueurs solaires, les arcs suspendus n'appartenaient ni à la logique du temps, ni à celle de l'espace. Une cité bâtie par la lumière elle-même, flottante, tournée vers un infini indicible. La peur, le doute, l'incrédulité se couchèrent dans le fond de son ventre. Une exaltation s'enroula autour de son âme. Kaël tendit la main vers la ville du reflet. Dès l'instant où ses doigts effleurèrent la surface miroitante, tout le reste du monde vacilla. Le souffle du vent, soudain arrêté, forma un silence sacré. Azarion l'appelait, tout en silence, avec la puissance des songes qui réclament leurs visiteurs. Il fit un pas, puis un autre. À chaque contact, le miroir vibrait sous ses pieds, mais ne rompait pas. La sensation de marcher sur ce rien, à la fois lisse et profond, matériel et éthéré, éveillait dans ses membres une nervosité nouvelle. Les contours de la cité s'élargissaient, grandissaient, engloutissant toute la réalité. Derrière lui, il entendit la rumeur d'un monde que déjà il oubliait. Une porte apparut, sans mur pour la soutenir, plantée là au milieu du vide. Elle brûlait d'un or diaphane et profond, gravé de symboles changeants que son esprit devinait sans pouvoir les lire. Il franchit le seuil, ses lèvres goûtant un nom qu'il n'eut pas conscience de prononcer. Azarion. Le froid le traversa, puis la lumière. Un bond dans d'autres cieux, d'autres airs, d'autres temps. Quand Kaël rouvrit les yeux, il n'était plus dans le désert, ni même dans la réalité qu'il connaissait. Tout autour, Azarion resplendissait. Ce n'était pas une ville bâtie par des mains, mais une pensée, un miracle de présence, un sanctuaire pour les voyageurs des frontières du rêve. Des avenues d'allées de quartz pur s'étiraient en spirale, menant vers des temples élancés comme des brûlures, traversés par un chant muet. L'air vibrait de parfums invisibles, encens tiède, miel, jasmin, et d'autres qu'il n'aurait su nommer. Un voile de brume auréolait les tours, si légère qu'elle paraissait composée de lumière à moitié dissoute. Kaël sentit la fatigue tomber de ses épaules, remplacée par une vigueur lumineuse et neuve. Il s'avança, avide, caressant du bout des doigts les murs vivants où circulaient d'étranges arabesques, des frémissements de feu qui semblaient répondre à son approche. À sa droite, une arche s'ouvrait sur une place où le temps s'endormait. Une fontaine versait des gouttes d'argent dans l'air, mais l'eau ne tombait pas. Elle demeurait suspendue, en réseau de perles mouvantes autour d'un bassin profond comme une galaxie. Il plongea les mains dans le liquide sans substance, sentit la fraîcheur, mais aussi la chaleur. La lumière fluait dans ses paumes, y dessinant de brefs éclats écarlates et opalescents. La vieille fatigue, la peur ancienne s'effaça, et il se sentit à la fois ignorant et neuf, comme un enfant qui s'avance dans l'aube. Un pas, un autre, et les pavés sous ses chaussures émettaient un son cristallin, subtil mais parfaitement net. Ici, les lois ordinaires ne semblaient plus avoir de prise. Kaël entendait son propre cœur résonner dans tout son être, et, au-delà, un autre rythme, plus ancien, plus profond, qui n'était pas le sien. Des murmures flottaient dans l'air, vibrissaient dans le silence. Il n'en distinguait pas les mots, mais il en sentait la bienveillance, une mémoire immense attentive à sa présence. À chaque battement de cils, de nouveaux détails apparaissaient. Des êtres évoluaient dans la ville, étranges mais familiers, formés de lumière et de chair, revêtus de soieries mouvantes, le visage dissimulé derrière des masques sculptés dans l'opale, le cristal ou le bronze ciselé. Ils s'arrêtaient à son passage, s'inclinaient parfois, le saluaient d'un geste aérien, leurs yeux brillants de clarté polychrome.
Jamais il ne se sentit jugé. Azarion, la suspendue, bâtie hors du temps, accueillait chaque hôte qui en franchissait le seuil, qu'il vienne du rêve, de la mort ou du désert. Kaël marcha, porté par une intuition qu'il ne s'expliquait pas. Son pas le guidait vers le centre, là où la lumière semblait couler du ciel en faisceaux tangibles. Il fendait l'air, y traçant de vastes motifs géométriques, spiralant jusqu'à un zénith invisible. Parfois, dans la lumière, des formes apparaissaient. Elles se déployant, visage évanescent, mains qui saluaient ou berçaient. Il eut l'impression, fugace mais puissante, que la ville elle-même respirait, murmurait, rêvait, et qu'elle lui murmurait à lui seul. Un pont de verre, suspendu au-dessus d'un précipice infini, reliait deux quartiers de la cité, l'un ruisselant d'or chaud, l'autre de gemmes bleu nuit. Kaël s'arrêta, contemplant le vide sous ses pieds. Là, dans l'obscurité abyssale, dansaient des feux paresseux, comme autant de constellations qui n'avaient pas encore trouvé leur place dans le ciel. Le pont, souple et solide pourtant, semblait répondre à chaque de ses pensées, ondulant faiblement sous la pression de ses émotions. Au centre du pont, il fit halte, happé par la beauté du gouffre. Une voix retentit derrière lui, douce et profonde, claire comme la lumière du matin sur l'eau. « Tu es arrivé, Kaël. » Il se retourna et vit une silhouette auréolée d'un rayonnement apaisant. Impossible de distinguer des traits, seulement une impression de gravité ancienne et de douceur extrême. L'être mesurait plus que la force d'un homme, moins que l'ombre d'un dieu, mais sa voix avait cette intensité rare qui s'imprime à même l'âme. Tu as franchi la porte. Tu as répondu à l'appel. Kaël ouvrit la bouche pour répondre, ne sachant encore quoi dire. Mais dans cette ville, les mots se formaient d'eux-mêmes, comme extraits de la mémoire profonde de ses sentiments. J'ai été attiré, sans comprendre. La cité m'a appelé. La silhouette acquiesça, ses contours vibrants d'une lumière argentée. Azarion attend ceux qui entendent son nom, ceux qui franchissent le désert du doute et de la fatigue pour se présenter au miroir du possible. Regardes-tu autour de toi, chaque pierre, chaque parfum, chaque lumière t'accueille. ¿Qué cherches tú, voyageur? À cette question, quelque chose en Kaël bascula. Toute la lassitude, la brûlure de l'entraînement, la solitude des jours passés s'attarda sur son cœur, puis disparut. Il se sentit alors terriblement sincère, plus que jamais. Je cherche à comprendre. Je cherche un endroit où exister. Je cherche ce que j'ai perdu, et peut-être ce que j'attends sans le savoir. La silhouette fit un pas vers lui, et le pont entier se mit à rayonner d'une lueur plus chaude. La cité, tout autour, sembla suspendue à la rencontre. Azarion donne à chacun ce qu'il vient chercher, et parfois ce qu'il ne sait pas désirer. Mais la cité ne garde que les cœurs ouverts, les âmes capables de franchir les seuils invisibles. Kaël hocha la tête, incapable de détourner les yeux. La lumière semblait couler dans ses veines, le rendant plus léger à chaque phrase prononcée. « Où suis-je réellement » demanda-t-il alors, la voix pleine d'un tremblement discret. « Suis-je vivant ou ailleurs » La silhouette posa une main translucide sur l'épaule de Kaël, et le simple contact le rassura, chassa les dernières tempêtes intérieures. Ici, tu es plus réel qu'ailleurs. Azarion est le pont entre le monde et l'oubli, le miroir tendu entre ce que tu crois être et ce que tu peux devenir. Ce que tu ressens ici est la vérité nue de ton cœur. Regarde autour de toi et comprends. Le désert n'était qu'une épreuve pour effacer le bruit des habitudes, pour épurer ta conscience. Ici, tout s'offre à toi, si tu restes attentif. Ils reprirent leur marche, côte à côte. Le personnage guidait Kaël au cœur de la cité, là où les sons ressemblaient à des chœurs distants, là où l'air avait la douceur des promesses. La salle du trône respirait une atmosphère de veille, d'attente, comme si l'air lui-même retenait sa propre aspiration. Les murs, d'un noir d'onyx, étaient gravés de motifs étranges,
courants et arabesques qui semblaient bouger lorsque l'on ne les regardait pas directement. Au centre de ce lieu s'étalait un immense damier aux cases miroitantes, leur couleur oscillant, incertaine, entre l'or pâle et le bleu obscur. Kael venait de pénétrer dans le sanctuaire des dieux du jeu. Ils étaient là, installés dans leur haute chair faite de motifs inconnus, formés d'os brisés entrelacés d'argent et de gemmes dont les lumières pulsaient au rythme du silence. Fortunia, la première, laissait pendre ses jambes sur le côté, ses pieds nus glissant sur la surface lisse du trône comme sur de la soie vivante. Ses yeux mi-clos exhalaient un éclat moqueur. Autour d'elle dansaient des lueurs dorées, des jetons et des cartes frémissantes, qui se formaient puis s'évanouissaient entre ses doigts fins. Perditor, lui, ne souriait pas. Un manteau de ténèbres s'étalait jusqu'aux marges du trône, et ce qu'il touchait s'effritait, disparaissait, absorbé. Sa main droite, d'une pâleur céleste, caressait la couronne d'éclats sombres posée à ses pieds. Son regard, vide, ne montrait que l'abîme, sans colère, sans passion, juste la certitude tranquille du vide qui suit l'excès. Ekwa, la gardienne de l'équilibre, était la seule à s'occuper vraiment. Elle écrivait, plume posée sur les pages infinies d'un livre posé à genoux. Son visage était impassible, chaque trait précis et doux, et lorsqu'elle levait brièvement les yeux vers Kael, il y distinguait à la fois une immense lassitude et une bienveillance glacée, comme une étoile distante. Son livre, dont chaque page vibrait d'écriture phosphorescente, collectait le récit de tous les jeux, toutes les pertes, tous les espoirs brisés, tous les petits triomphes engrangés dans l'histoire des joueurs. Hazard se tenait droit, son manteau constellé de dés suspendus et de jetons tournoyants. Son visage, trop jeune et trop vieux à la fois, rayonnait de malice et de cruauté. Son rire résonna longtemps, aigu d'abord, puis profond, se perdant dans l'immensité du dôme scintillant. « Mortel, dit Hazard, tu as lancé le 7e chiffre. Tu as invoqué le pari des âmes. Oseras-tu jouer contre nous ?» Kael avança, hésitant puis fier, défiant les ombres mouvantes qui se resserraient autour de lui. Son souffle secouait la poussière invisible des siècles encaissés dans ce temple du destin. Il se souvint de tous les jeux perdus, gagnés, de l'éclat des pièces filant sur le bois, du battement de cœur précédant la révélation d'une carte, de la déception froide mais familière de la perte, de la chaleur naissante avec chaque victoire, si brève, si illusoire. Mais jamais encore il n'avait misé ce qu'il chérissait le plus, lui-même. « Je mise ma vie », déclara-t-il d'une voix qu'il voulut sans tremblement. Un silence étouffant s'abattit alors que les 4 divinités se tournaient d'un même mouvement vers lui. Les dés ralentirent, les cartes s'arrêtèrent dans l'air, les jetons cessèrent leur danse. Ekwa leva la plume, immobilisa son écriture. « Accepté », déclara Fortunia, son sourire s'écartant entre ruse et pitié. « Mais sache que le gain ne sera pas nécessairement ce que tu attends. Tu ne peux gagner que ce qui peut être pris, » ajouta Perditor dans un souffle grave. Et l'air devint plus froid, comme si quelque chose, à l'intérieur de Kael, s'était mis à être grignoté. Hazard fit claquer ses doigts et les murs s'éloignèrent, la salle s'agrandit, à l'infini. Le damier prit toute la place, damier devenu océan, chaque case roulant comme une vague lumineuse sous leurs pieds. Les trônes des dieux flottèrent, dérivant en cercle autour de l'espace laissé libre au centre, où Kael se tenait seul. « La partie sera triple », décréta Ekwa, et sa voix vibrait, à la fois présente et impossible à situer. 3 jeux, un pour chacun de nous. Si tu surpasses Fortunia, survis à Perditor, et accèdes à l'équilibre sous mon regard, la partie du hasard te sera offerte. Mais sache que chaque victoire s'achète, et que chaque choix a son prix. Le cœur de Kael battait fort, appelant tout son courage. Il sentait, aux limites de son être, la présence immense de ces êtres, leur pouvoir infini, le piège tendu. Mais il n'y avait plus de marche arrière. Un mot, un engagement, et il était pris. Fortunia se pencha, la main ouverte. Des jetons et des cartes s'alignèrent en éventail.
Le tapis du sol s'inclina et le fit glisser doucement devant elle. Elle n'était qu'à une enjambée, son odeur sucrée planant dans l'air, promesse de plaisir et de péril. Le jeu des gains, souffla-t-elle, et les cartes atterrirent, une à une, face cachée, devant Kaël. Retrouve la carte du roi d'émeraude avant le troisième essai. Les cartes se mirent à s'agiter, tournoyant comme des oiseaux blessés, puis s'immobilisèrent, toutes identiques, anonymes, leur revers paré de motifs complexes qui tentaient déjà de tromper l'œil. Kaël fixa la première carte, la souleva. Une dame de rubis, dont le sourire semblait moquer sa maladresse. Deuxième choix. Il hésita, son regard glissant d'une carte à l'autre, cherchant à ressentir, à comprendre le mécanisme. Soudainement, ses souvenirs affluèrent. Non pas ses souvenirs, mais ceux d'autres joueurs, autres vies, instillés par la présence de Fortunia. Des mains tremblantes, des espoirs fous, la peur, la joie. Le piège, le désir de gagner encore et encore. Il inspira profondément et, dans le balai de la lumière, sentit faiblement une vibration, un frisson glissant sous sa main tandis qu'une carte, plus froide que les autres, le narguait. Il bondit sur son intuition, souleva la troisième carte. Le roi d'émeraude étincela sous ses yeux. Un éclat de satisfaction pinça ses tempes. Tout autour de lui, des rires, des applaudissements, le vent d'une chance inouïe. Fortunia éclata de rire, admirant le courage ou la folie du mortel. Tu apprends vite le prix du désir, Kaël. Mais la chance n'est jamais gratuite. Déjà, le damier se mouvait, glissant Kaël vers la présence lourde et silencieuse de Perditor. L'air devint dense, poisseux, et chaque case sous ses pieds semblait vouloir l'aspirer, le capturer à jamais. Perditor attendait, impassible, ses yeux noirs rivés sur la silhouette vacillante de l'humain. La perte, c'est moi qui la donne, souffla-t-il, et soudain tout l'espace parut s'effondrer. Kaël se tint debout sur un petit îlot de marbre, entouré d'un abîme sans fond. Devant lui, 5 portes, chacune différente, l'une de fer, l'autre de bois, la troisième de verre, la quatrième de tissus immobiles, la dernière percée d'ombres mouvantes. Une seule porte te rendra entier, les autres prendront ce à quoi tu tiens le plus, ou ce qui t'a permis de gagner. Défier Perditor refluait en lui comme une marée gelée, mais Kaël se força à regarder chacune des portes. Il comprit vite que rien n'était laissé au hasard. Pour Perditor, toute perte était inévitable, mais parfois articulée par une ruse obscure. Les souvenirs de ses peurs les plus intimes, de ses regrets les plus enfouis, l'assaillirent. S'il choisissait mal, perdrait-il sa chance récente, le souvenir d'un être aimé, ou même son courage? Dans le reflet du verre, il se vit, fatigué, abîmé, mais déterminé. Il posa la main sur la porte d'ombre, sentant l'inconnu, le risque pur, là où rien n'était promis, ni bonne, ni mauvaise fortune. Il fit un pas, força le battant. Un vent glacial l'enveloppa. Rien ne se produisit, au début. Mais dans le fond de sa mémoire, un visage aimé, celui de sa mère, peut-être, ou d'une amie d'enfance, devint flou, s'effaça. La douleur fut aiguë, traversante, mais dès la porte franchie, le sol réapparut. Il retrouva sa place sur le damier, le cœur pantelant. Il avait perdu quelque chose d'essentiel, mais il vivait encore. Perditor ne sourcilla pas, son œil toujours vide, mais un frémissement parcourut ses doigts. Tu as perdu, mais tu ne t'es pas détruit, mortel. Souviens-t'en, dans tout jeu, ce qui s'efface nourrit parfois ce qui demeure. Kaël retint ses larmes. Il jeta un regard fébrile vers Ekwa, la gardienne de l'équilibre. Elle l'attendait, paisible, toujours penchée sur son livre. Pour chaque gain, une perte. Pour chaque choix, une trace laissée, dit-elle. Le prochain jeu n'est pas de chance, ni de volonté, il est de justice. Sur le damier, 2 plateaux de balance apparurent, suspendus dans le vide,
chacun prêt à recevoir un fardeau invisible. Kaël sentit, plus que vu, que l'un pouvait tolérer tous ses espoirs, et l'autre, toutes ses peurs. Et quoi le fixa de ses yeux d'argent? Pose, sur l'un, ce que tu crains. Sur l'autre, ce à quoi tu tiens. Si la balance trouve l'équilibre, tu es digne de poursuivre. Kaël fouilla au fond de lui. Il sentait le trou laissé par Perditor, mais aussi la chaleur d'un feu intérieur qu'il croyait éteint. Il prit le souvenir d'un rêve impossible, revoir la personne qu'il venait d'oublier, et le plaça sur le plateau du désir. Sur l'autre, il posa la peur de n'être jamais à la hauteur, celle qui l'empêchait si souvent d'avancer. Les plateaux oscillèrent, montèrent, descendirent, puis s'immobilisèrent, droits, parfaits. Et quoi referma doucement son livre. La salle semblait hors du temps, baignée dans la pénombre moirée de milliers d'éclats changeants, reflets mouvants sur les piliers de marbre et le sol d'onyx. Au centre, trônait la roue, gigantesque, plus haute que les tours d'un château, ciselée de runes et de reliefs représentant terre et cieux empilés. Chaque segment, aussi vaste qu'un étendard de bataille, offrait un paysage différent, houles océanes bouillonnant d'écume, plaines striées de tranchées et de fumée, villes enchevêtrées de corps épris qui dansaient, arches d'os dressées comme portails vers d'autres mondes. Autour de la roue, un silence d'attente, comme si chaque paroi aspirait l'air, confiant au souffle de Kaël et du dieu l'unique mouvement vivant. La main de Fortunia, longue et pâle, émergea de l'ombre, étincelante de bagues d'or tressées. « Avance !» murmura-t-elle sans ouvrir la bouche, car la volonté du dieu se tissait directement sous la peau, dans la chair palpitante du front. Kaël sentit un vertige, comme si ses propres pas fuyaient la logique ordinaire. Il avança, sans que le son de ses chaussures ne fende le silence, vers la roue. L'imperceptible main de Fortunia fit lentement pivoter le flanc de la machine divine. Les cases défilaient, chacune chantant un appel différent, mouillant l'atmosphère de sa promesse. La mer bruissait plus intensément que les autres, ruisselante de sel, d'orage et de murmures de fond marin. La guerre soufflait un vent sec, chargé du métal froissé des cuirasses et du cri lointain des vaincus. L'amour bourdonnait, doucereux, fiévreux, d'une chaleur réconfortante et piégeuse. La mort ne faisait aucun bruit, mais il suffisait de croiser son symbole, une clepsydre sur fond d'ombre, pour qu'une fièvre glacée s'immisce dans les veines. Kaël observa la roue tourner, hypnotisé par la façon dont chaque monde semblait se pencher vers lui, prêt à le happer. Mais Fortunia inclina sa tête, et par ce simple geste, la roue ralentit, le carrousel s'apaisant peu à peu, jusqu'à tressaillir une dernière fois. Son doigt y alla presque sans y penser. Sa main au doigt tanné, marqué d'anciennes coupures, trembla avant de toucher le bois ouvragé. Au contact, tout le cosmos sembla retenir son souffle. La roue couina dans le silence et s'arrêta, lentement, sur un segment pâle, veiné d'anciennes lettres et d'images effacées. Sous la paume de Kaël, le mot s'inscrivit en lettres de lumière. Mémoire. Fortunia sourit, du sourire énigmatique de ceux qui savent tout déjà, et l'espace, la lumière, la cohérence du lieu s'effondrèrent sous Kaël. L'insondable le happa, et il chuta non pas dans l'oubli, mais dans la mémoire même. Plus de salles, plus de roues, plus de dieux. Seulement lui, suspendu dans un vertige sans fond. D'abord vint l'odeur. Toujours, chez Kaël, les souvenirs commençaient ainsi, par une senteur, banale ou prodigieuse, mais essentielle. Ce fut celle du bois fumé d'une échoppe de marché, celle même où, adolescent, il avait vendu pour la première fois ce qui ne lui appartenait pas, une cage de tourterelles dérobée au vieux daran. Il sentit la corde rêche de la poignée dans sa main, se remémora le rire nerveux qui avait secoué sa poitrine lorsqu'il avait empoché la pièce, puis la honte d'avoir caché la cage sous son manteau. La mémoire revenait avec la force d'une lame plantée dans les tripes, sans pardon. Puis vinrent les mots, les visages, les choix. Il se retrouva là, devant la carriole brinque-ballante d'une vieille femme, près de la porte du soleil, un matin pluvieux. Il avait 6 ans,
trop petit pour voir par-dessus l'étal, mais déjà trop rusé pour passer inaperçu. Il distraya la marchande d'un mot, capta son regard par un compliment maladroit, et sa deuxième main, comme mue d'une volonté propre, vola 2 pommes. La femme les chercha, douta, puis le laissa partir avec un regard triste, croyant à un oubli de sa part. Kaël, caché sous les arcades, avala les fruits à pleines dents. Jamais plus ils n'eurent un goût aussi doux ni aussi douloureux. Chaque tricherie, chaque mensonge, chaque manigance s'invita comme au bal où il serait le seul invité d'honneur. Les souvenirs se bousculaient, désordonnés, parfois mêlés dans une brume de honte ou de regret, mais tous implacables. Il se revit, adolescent aux doigts habiles, entrant dans la taverne des Mains Rouges. Il n'avait que 15 ans, le ventre creux mais l'audace chaude, brûlante. Les détriqués, le jeu de cartes marquées, la ruse qui riait dans sa gorge chaque fois qu'un joueur pariait sa dernière pièce en croyant encore maîtriser le sort. 2 hommes finirent ruinés cette nuit-là. L'un d'eux, un jeune soldat, avait pleuré en sortant. Kaël le regarda et détourna les yeux. Jusqu'à présent, il avait toujours réussi à enfouir ce souvenir, sous d'autres, sous le vacarme quotidien. Mais là, il le vécut à nouveau, sans rémission, comme piégé dans le regard désespéré du perdant. Il voulut détourner la tête, mais la mémoire ne lâchait rien. Alors arrivèrent les trahisons, celles, plus douloureuses, qui avaient nécessité des mots doux, des serments murmurés à la nuit tombée. Héloïse riait, ses longues mains s'enroulant à son cou, parfum de vanille sur la peau. Elle croyait qu'il resterait à jamais, qu'il avait dit la vérité en promettant la lune. Il revit le cadeau qu'elle lui avait offert, une bague d'argent, éclat de lune, offerte dans la chaleur d'un brasier printanier. Il eut honte, à nouveau, de l'avoir échangée le lendemain contre quelques pièces. Héloïse n'apprit jamais la trahison, mais Kaël en portait le poids. Il ressentit alors, allongé sur le sol de sa mémoire, chaque nuance de sa peine. Ce qu'elle n'a jamais su, ce qui ne s'était jamais avoué, mais qui s'imprimait en lui tout le temps. Et puis il y eut la trahison plus grave, celle où il avait dénoncé Maël pour éviter le châtiment, lors de la conspiration contre le maître d'armes. Kaël se revoit courant, essoufflé, la peur et la culpabilité mélangées sur la langue. Il se cacha derrière la porte, entendant Maël protester de son innocence, jusqu'à ce que la claque retentisse, sèche. Les semaines suivantes, Maël ne lui parla plus et Kaël fit semblant de ne rien remarquer, jusqu'à perdre le sommeil. Dans le tourbillon des souvenirs, la mémoire n'épargnait rien. Les marchés trompés, les amours trahis, les amis perdus. Parfois Kaël avait agi par nécessité, pour survivre, parfois par simple jeu, pour éprouver la sensation de pouvoir manipuler le fil d'autrui avec les aiguilles de ses mensonges. Mais certains choix en entraînaient d'autres. Il vit le jour où, contre toute raison, il avait offert la moitié de ses gains à un garçon plus jeune, affamé, qui errait sous la pluie, une lumière brève dans le flot d'ombre. La gratitude silencieuse du garçon avait laissé une marque brûlante, douce amère sur sa mémoire, un souvenir qui sonnait juste, lui donnant pourtant moins de répit que ceux de ses manœuvres. Soudain, la voix de Fortunia devint présente, partout et nulle part, s'insinuant dans chaque repli de la mémoire. « Tu as toujours triché, Kaël. Crois-tu que le destin ne t'a pas vu ?» Les mots, soufflés comme un vent d'hiver, glacèrent jusqu'à sa moelle. La honte remonta, épaisse, collante, le poussant à détourner le regard, en vain. Car il n'était pas possible de fuir ici, là où la roue avait choisi de l'arrêter. Il sentit le poids de 100 vies entassées dans la sienne, les choix empilés comme des pierres bancales, toujours au bord de l'écroulement. Il voulut crier, protester, dire qu'il n'avait eu le choix, que le monde se forgeait sur la nécessité de prendre, de mentir pour ne pas être celui qui tombait. Mais la mémoire était un miroir trop cruel pour permettre l'excuse. Il revit les visages, sentit les regards, mesura la morsure de chaque mot prononcé avec duplicité. Pour la première fois, le remords se transforma en une peur plus vaste. Et si tout ceci n'avait pas été ignoré du destin, si chaque fil tiré,
chaque marché truqué, chaque cœur piétiné portait une marque, une dette à solder? Le silence de Fortunia, plus affûté que le cri, appuyait sur ce point. Kaël sentit la révolte naître et mourir dans le même souffle. Il chercha, parmi la vague immense de souvenirs, ce qui en valait la peine. Il se demanda si, parmi tous les deals, les détours, il avait provoqué plus de bien que de mal, ou si, à trop vouloir jouer, il avait vidé sa vie de substance véritable. La mémoire le montra hésitant, parfois naïf, parfois désespérément lucide. Il revit le soir où il avait refusé de trahir une amie, acceptant pour elle de perdre la confiance d'un autre, préférant le silence à un nouveau mensonge. Le souvenir le réchauffa à peine, mais il goûta à la fragile paix qu'offre une décision juste, rare filament d'or parmi tant de ruses ternies. Le vertige s'intensifia. La salle de la roue réapparut par bribes, tremblotante, comme vue à travers un rideau de pluie. Kaël voyait la roue, à nouveau formidable, mais les symboles semblaient fondus, le bois suintant des ombres de ses propres souvenirs. Fortunia apparut face à lui, son regard d'ambre brillant de l'intérieur, indéchiffrable. Autour de sa tête, la brume de 1000 possibles formant une couronne mouvante. Elle pencha la tête, observant Kaël comme un joueur dévisageant un adversaire inattendu. « Pourquoi crois-tu que la mémoire a répondu à ton appel ?» chuchota-t-elle, ses mots filant des arabesques dans l'obscurité. Le voile du silence retombait lourdement dans la salle où Perditor régnait, ce sanctuaire hors du temps dont ni l'air, ni la lumière ne semblaient connaître l'origine. Les murs bougeaient d'un souffle secret, tantôt rapprochant les ombres, tantôt les dispersant. Au centre, une lourde table de bois, si foncée qu'on la dirait bâtie d'absence et de nuit, s'imposait comme le seul repère tangible. Kaël, aux doigts tremblants, fixait la surface satinée. Dehors, le monde s'était retiré, et dans cette alcôve il ne restait que lui, et l'étranger au sourire pâle qu'était Perditor. Ce dernier, d'une fausse nonchalance, abattit lentement sur la table 4 cartes dentelées comme de vieux parchemins. Chacune vibrait d'une vie propre, pulsant d'émotions ténues, appelant en silence celui qui les observait à se souvenir. Ici commence le second jeu, souffla Perditor, et le timbre de sa voix souleva dans l'air la promesse d'un gouffre. Kaël porta son regard sur les illustrations. Sur la première, un enfant aux yeux vastes, assis dans l'herbe, porte une couronne de coquelicots. Il rit, la bouche maculée de cerises, ignorant tout sauf la joie évidente de l'instant. Sur la seconde, un vieillard à la barbe blanche observe l'horizon, ses mains tremblantes retenant une lettre froissée, ultime vestige d'un amour dérobé. La troisième figure, imposante, le représente lui-même couronné d'or, tempe ceinte d'une volonté implacable, scrutant ses sujets inconnus. Enfin, la dernière carte le montre vêtu de haillons, jambes croisées dans une ruelle obscure, regard fixe défiant la misère, mais abritant une rareté de bonté rare. « Écoute bien » murmura Perditor, se penchant jusqu'à frôler le souffle de Kaël. « Tu dois choisir une version à sauver. Une seule. Les autres s'effaceront de la trame des possibles. » Chaque mot vibrait d'une note grave, plantant dans la chair du jeune homme l'aiguille d'une décision impossible. Avait-il le droit de sacrifier l'une de ses potentialités, lorsque chacune charriait une mémoire, une peur, un rêve, une chance? Autour de la table, la lumière s'amollit, enveloppa Kaël comme une houle tiède, lui intimant qu'aucune fuite n'était possible. Il passa lentement les doigts sur le dessin de l'enfant. La chaleur y était intacte, familière. Ce n'était pas seulement lui. C'était l'écho de tout ce qu'il avait perdu en grandissant, la lumière d'un certain matin de printemps, le parfum du pain, la voix d'une mère qu'il n'entendait plus que dans les songes. Le vieillard l'effrayait et l'attirait par la même obscure fascination. La certitude d'une fin, la possible rédemption d'un dernier mot, d'un dernier choix. Mais la couronne du roi lui rappelait trop la tyrannie du pouvoir, ce à quoi il avait toujours voulu échapper. Il voulait aimer, non posséder. Quant à la carte du mendiant,
Il y lut tout le courage du désespoir, comme si une noblesse pouvait résider dans le renoncement. Le silence s'étira, fragile, et Kaël sentit l'impatience tapie derrière la sérénité froide de Perditor. Il referma les yeux, resta là, à écouter la plainte douce de ses hésitations, la bataille interne qui s'y livrait. Images, sentiments, espoirs flottaient en lui, se superposaient, lui chuchotaient leurs prières. Un parfum lointain, mémoire d'enfance, traversa sa mémoire et il rouvrit les paupières. Il fit glisser la carte de l'enfant, la posa devant lui, frêle bouclier contre la fatalité. L'enfant, murmura-t-il, presque pour lui-même. Je veux sauver l'enfant. Perditor observa le choix, un sourire infiniment triste animant sa bouche. Pendant une fraction de seconde, l'éclat dans ses yeux fut celui d'un père déçu mais fier, avant de se muer en quelque chose de plus dur, plus amusé, presque cruel. Une brise inexpliquée traversa la pièce. La carte de l'enfant, aussitôt, sembla pâlir, sa couleur se dérobant comme le sable entre des doigts. Les contours s'effacèrent, la silhouette devint floue, les yeux disparurent sous la pluie de poussière dorée. La carte se gondola, se mit à trembler, puis s'évanouit en un nuage gris qui tomba retomber sur la table, effaçant tout vestige du passé choisi. Kaël sentit alors un bref pincement dans sa poitrine, froid, aigu, pareil à une absence qui le hantait sans nom. Il comprit qu'il appartenait désormais à une trame nouvelle, amputée d'une part de lumière. Perditor croisa les bras, ses doigts effleurant les cartes restantes dont la surface paraissait soudain glacée. Le silence mordit, dense, pesant. Puis la voix tombait comme un verdict. « Tu viens de parier ton futur. » Ces mots résonnèrent dans la salle, s'imprimèrent sur la peau de Kaël avec la douceur d'une brûlure. Il comprit sans détour l'ampleur de ce qui venait de s'accomplir. Sauver l'enfant, c'était renoncer à tous les futurs où le vieillard, le roi ou le mendiant prenaient le dessus. Il venait, sans s'en douter, sans l'avoir voulu vraiment, de refermer des portes qui lui auraient appartenu. Mais surtout, ce choix imposait une dette. Si l'enfant ne survivait pas, ni lui, ni aucun de ses possibles ne verrait la lumière d'un lendemain. Tandis que Kaël digérait cette révélation, Perditor épousseta la table d'un mouvement brusque. Les miettes de la carte disparurent sans laisser trace. Le jeu était lancé, que l'enfant vive et l'espoir suivrait, que l'enfant meure et tout sombrerait dans l'oubli. Pourquoi ? Voulut demander Kaël, mais la question mourut sur ses lèvres. Pourquoi fallait-il choisir ? Pourquoi les autres cartes semblaient-elles porter, elles aussi, cette part de lui-même qu'il avait voulu défendre ? Perditor s'accouda, yeux flamboyants. « Pour grandir, il faut perdre », répondit-il, comme s'il avait deviné la tourmente. « Mais en t'accrochant à une tendresse disparue, tu condamnes ce qui aurait pu naître. » Soudain, le décor bascula. Les murs reculaient, la table fondit dans l'ombre, dissoute par la force d'une volonté supérieure. L'espace se contracta, puis explosa en un flot d'images, catapultant Kaël dans une succession de paysages étranges, de couloirs, de forêts, de cités muettes. Mais où qu'il se trouve, il était habité par une certitude, celle d'avoir laissé derrière lui 3 chemins à jamais interdits. Les visions se firent plus nettes. Il revit son enfance, non plus comme un abri, mais comme un pari suspendu au-dessus d'un gouffre de responsabilités nouvelles. Chaque souvenir prenait un relief angoissant. Les rires qui jadis l'avaient sauvé devenaient lourds de sens, chacun pouvant être le dernier. Il sentait sur ses épaules le poids du destin, le fragile équilibre entre l'innocence préservée et sa propre disparition. Au-delà, les fantômes du roi, du vieillard, du mendiant se dessinaient, assis dans la pénombre, l'observant en silence, écho de choix qu'il ne ferait jamais. Perditor, pareil à une ombre tutélaire, se glissa derrière Kaël. Il posa une main sur son épaule, ni chaude ni froide, mais porteuse d'une lucidité vertigineuse. « Penses-tu que tu pourras protéger l'enfant » demanda-t-il dans un souffle.
La question s'enroula autour du cœur de Kaël, l'obligeant à sonder l'abîme de ses propres limites. Pouvait-il, oui, pouvait-il seulement garantir que l'innocence qu'il avait tenté de sauver ne serait pas broyée par le monde, dévorée par la cruauté, ou corrompue par ses propres faiblesses? L'enfant était vulnérable, arc-bouté entre la lumière de la promesse et l'ombre d'un danger latent. Il incarnait tout à la fois la vulnérabilité et la toute-puissance de la promesse faite à soi-même. Kaël sentit ses entrailles se contracter. Il voulait dire oui, mais il savait que promettre c'était déjà trahir. Dans un geste muet, il serra les poings, remercia l'enfant en lui, mais pleura aussi d'avance toutes les pertes à venir. Perditer essa carta. Les murs de la pièce se reformèrent lentement, restituant à la table sa gravité, à la scène son urgence. Et maintenant, souffla-t-il, les jeux sont faits. Veille à ne pas perdre deux fois. Ce simple avertissement tomba comme une sentence. Kaël sentit qu'il lui restait à traverser un territoire inconnu, où chaque faux pas coûterait plus qu'une part de lui-même. Tout autour, l'obscurité cédait la place à une lumière nacrée, faufilant l'espace entre les choses, repoussant la crainte mais pas la blessure. Il marcha, ou crut marcher, car dans ce lieu il était difficile de différencier le mouvement de la pensée. À chaque pas, la silhouette de l'enfant réapparaissait, aussi claire que lors de ses années perdues. Il revit la cabane dans les arbres, les étés interminables, cette capacité d'émerveillement qu'il savait inatteignable désormais. Mais autour du rêve, se glissaient des ombres. À chaque souvenir heureux, se superposait la possibilité d'un danger, d'une trahison, d'un choix irréparable. Un moment, la lassitude le submergea. Pourquoi portait-il seul la charge du jeune garçon qu'il avait été? Où était la justice, dans un Paris où n'existait ni arbitre, ni filet, ni seconde chance? Il regrettait déjà, confusément, de ne pas avoir su aimer le vieillard, ni pardonner au roi sa soif, ni offrir un abri aux mendiants. Il comprit, sans courage pour se le dire clairement, que chacun de ses choix était un miroir, et qu'il les avait laissés tomber pour se retrouver face à sa propre fragilité. La lumière se fit plus douce, irréelle. Le visage de Perdita s'effaça dans l'éclat lunaire, ne laissant que quelques mots suspendus dans la brume. Garde l'œil ouvert. L'enfant que l'on sauve n'est pas toujours l'enfant que l'on croit. Kaël sentit autour de lui la trame du monde devenir aussi fine qu'un souffle. Le silence, ce silence d'équoi qu'il n'avait fait que deviner jusqu'alors, s'insinua dans l'air glacé de la pièce comme une caresse invisible. Devant ses yeux ébahis, le dédoré demeurait suspendu, chaque facette tremblant à la lisière d'une décision qui, étrangement, n'avait déjà plus d'importance. Il ne savait ce qui avait arrêté sa course. Rien, peut-être, qu'une absence, une douceur nouvelle dans sa poitrine. L'abandon, le relâchement, l'infime blessure de celui qui se sait relié à plus vaste et qui laisse enfin ses mains s'ouvrir. Le livre d'équoi s'alourdit dans sa paume. Le texte y paraissait simple, mais c'était comme si chaque lettre portait tout le poids de la lumière, jusqu'à peser sur lui plus que la pierre la plus ancienne. Il ne ressentait ni envie de relire ni peur d'oublier. La phrase unique, gravée dans l'encre et le temps, résonnait à l'intérieur de lui, creusant une galerie silencieuse où passait le vent frais de l'abandon. Il gagnera lorsqu'il cessera de vouloir gagner. La pièce où il se tenait, autrefois vibrante sous les éclats du jeu, s'était muée en une étendue hors du temps. Les murs se fondaient lentement dans la blancheur. La table et ses coins, lisses d'usage, commençaient à nager dans des contours indécis. Même équoi, que Kaël savait pleinement réel, semblait glisser dans la douceur du flou, paroles et gestes suspendus. « Écoute » souffla-t-elle alors, mais sa voix ne traversa pas l'espace comme les autres voix, elle vibra contre sa peau, contre ses pensées. « Écoute le silence » Kaël se concentra. Pour la première fois de son existence, il comprit ce qui, dans le silence, se cache. Le pouls du monde et, au-dessus de lui, ce qui s'élance dans la nuit. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais la présence de tout ce qui demeure lorsque tout se tait, souvenirs,
désir, douleur et joie mêlées en une laine fine, trame d'un tissu que le vacarme quotidien t'empêche de sentir. Il discerna, à la lisière de ce grand repos, le souffle d'Ekwa elle-même. Depuis combien de temps existait-elle? Aucune ride, aucun indice sur le visage grave et doux de la jeune femme, mais dans ce souffle, Kaël percevait la patience millénaire de ceux qui savent et attendent. Ekwa n'était plus seulement une guide ou une adversaire. Elle était la gardienne du seuil, celle qui veille à ce qui se dénoue lorsque la volonté abdique. Le dé resta là-haut, éclatant dans une suspension parfaite. Kaël se détourna de lui. Il laissa son regard se perdre sur la scène, cherchant ailleurs, cherchant plus loin, et, en faisant cela, sentit la peur qui l'avait animé toutes ces semaines se dissoudre. À quoi bon s'agripper? Le plaisir de l'enjeu, la brûlure de la victoire possible, n'étaient que des reflets qu'il voyait sur l'eau de ses propres désirs. Ici, en cet espace où le temps chasse enfin ses fantômes, rien ne restait que ce qu'il avait cru nécessaire d'atteindre. Kaël sourit sans vraiment le vouloir, les larmes picotant ses yeux. « Est-ce là le sens de tout cela ?» murmura-t-il, sans attendre de réponse. « Le sens, lui répondit Ekwa, résonne quand tu cesses de l'interroger. Tu le portes déjà. » Aucune frontière nette ne séparait plus leurs êtres. Le silence s'élargit, les murs ondoyèrent, et dans la blancheur Kaël comprit soudain qu'il se trouvait aussi bien à l'intérieur d'une chambre ancienne que sur une berge immense, face à un fleuve muet. Les contours s'ouvraient. Il n'était plus prisonnier d'une pièce, mais debout, seul et joyeux, sur le seuil bruissant de possibles inépuisés. Étrangement, la voix maternelle d'Ekwa persistait, douce, présente dans le vide. Ce que tu cherches ne dépend plus de ce qui tombe ou non, pas plus que la marée ne dépend de ton regard pour monter. Tu as jeté le dé, mais tu n'en attends rien. Te voilà libre. Kaël sentit une légèreté immense envahir son corps, comme si chaque souffle le délestait d'un poids qu'il portait sans le savoir. Il se remémora les nuits fiévreuses à calculer, à dresser des grimoires de stratégie, à formuler dans le noir des prières muettes pour que la chance sourit. Il les vit, ces nuits, lui passer devant la mémoire comme une procession faite de papier et de cendres, enfin dissoute sous le regard bienveillant du silence. Il osa fermer les yeux. Dans la douceur de la pénombre, il perçut la trace fine des coutures du livre d'Ekwa contre ses mains, la chaleur d'une caresse sur son front, l'absence totale de bruit du dé retenant toujours son souffle dans l'air. Il respira, vraiment. Pour la première fois depuis l'enfance, peut-être. Une vision se superposa à l'espace blanc. Il était dans son village, enfant, juste avant l'orage. Tout était suspendu, feuilles et regards des adultes, attente des premiers coups de tonnerre. Dans ce suspense, il n'y avait ni peur ni espoir, mais l'évidence tranquille que tout viendrait quand ce serait l'heure. Il comprit dans un éclat limpide que ce sentiment si rare, ce point de repos, il l'avait cherché depuis toujours. Mais il fallait, pour l'atteindre, renoncer à le posséder. Il rouvrit les yeux. Ekwa l'attendait, immobile, visage paisible. « Et maintenant » demanda-t-il, humble, presque prêt à sourire. Pour toute réponse, Ekwa ouvrit les mains. D'une paume à l'autre, passa une lumière blanche, fine, qui s'agrandit, s'épanouit, et toucha doucement le dé encore figé. La lumière ne brûla pas, ne fit pas d'éclat. Au contraire, elle apaisa, rabotant tout relief de tension dans la pièce et les corps. Alors, Kaël vit autre chose. Il vit la salle de jeu comme elle était avant leur venue. Le silence, ancien et poli, peuplé des mémoires passées. Tous les joueurs ayant un jour cru à leur main tragique ou victorieuse, toutes les disputes, toutes les attentes déçues ou comblées. Il vit les mains de la vieille magie, qui distribuait les jetons avec tendresse, vit les regards croisés de compères ennemis, tous ces fragments de vie colorant la pièce d'une patine discrète. Puis, la mémoire bascula sur une nappe de nuit. Il fut le dé lui-même, sentant la chaleur des doigts, la panique d'une envie de contrôle, la solitude de l'objet tendu entre 20 volontés contraires, les chuchotements oppressants du hasard incertain. Le dé ne voulait rien,
Pourtant il devenait dépositaire de tous les espoirs. Kaël comprit cette immense fatigue d'être le réceptacle des désirs d'autrui. Il se retrouva en équoi, la vie petite fille, silencieuse, écoutait, elle aussi, les battements du monde. Il devina ses années à épouser le silence, apprendre que l'ultime art du jeu était de laisser passer la voix en soi plutôt que d'en forcer le chant. Le silence d'équoi trouva alors sa voix dans son propre cœur. Le livre, dont il sentit avec étonnement tout le poids et la chaleur, ne livrait pas ses secrets en phrases, mais en présence. Il sut qu'aucun mot n'exprimerait ce qu'il venait d'apprendre. Ni la magie, ni les règles, ni le hasard. C'était l'acceptation totale de ce qui échappait à la saisie, la minuscule clarté qui s'ouvre au plus profond de soi quand l'on relâche l'étreinte. Équoi referma doucement le livre, et Kaël sentit, non pas la fin d'un chapitre, mais l'effacement même du besoin de savoir ce qui allait suivre. L'histoire coulait hors du livre, entrait dans le silence nourricier qui baignait la pièce et toute chose. Autour d'eux, la pièce redevint tangible, ou peut-être était-ce le contraire. La réalité s'évaporait sous la clarté infinie du silence. Kaël n'éprouvait plus le désir de gagner, ni la crainte de perdre. Il projetait dans l'avenir non plus des calculs, mais l'écoute intense d'un cœur enfin ouvert à l'inattendu. Équoi déposa le livre tout contre lui, et laissa le silence s'installer encore plus profond. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à démontrer. Le souffle du monde seul restait. La suspension du dé devint alors un chant, et non plus une attente. Sa dorure reflétait des souvenirs, des promesses, des mois et des années vécues à chercher le résultat, à tramer des rêves autour d'un coup de chance. Mais, étrangement, ce n'était plus du hasard qu'ils avaient besoin pour être vivants, mais d'être ainsi abandonnés, confiés à quelque chose de plus vaste, de plus doux. Équoi approcha. Son visage était calme, traversé par la lumière même de la patience. D'une main, elle cueillit la poussière d'or de la suspension, la déposa dans la paume de Kaël comme le don ultime d'une chance qui n'attend rien. Maintenant, tu peux rentrer. Il n'y a plus rien à attendre. Le cœur de Kaël battit, sans angoisse. Il sentit vaguement qu'il pourrait, s'il le voulait, refermer la main sur la poussière d'or et crier qu'il n'était pas prêt à quitter le jeu, pas prêt à lâcher la quête de sens, de victoire, d'accomplissement. Mais, dans le grand calme d'Équoi, il sut que la route se poursuivrait, riche de tous les possibles, du simple fait qu'il avait accepté de ne plus choisir. Il ferma les yeux. Abandonné au silence, il glissa dans le flot invisible, perdit la conscience du dé, du livre, des murs, de la lumière. Il ne rêvait même pas. Tout était paisible, achevé, vaste comme la mer au matin. Lorsqu'il rouvrit les paupières, il était de retour. La pièce avait repris ses contours, le bruit du dehors filtrait doucement sous la porte, les ombres séparent de nouveau les objets. Le livre d'Équoi était là, fermé, sur la table polie. Le dé doré reposait, inerte, à côté, et maintenant Kaël pouvait y accorder un regard simple, sans désir, sans regret. Il se leva, marcha quelques pas, écoutant comme pour la première fois les sons du monde revenir, les vibrations de la terre, les voix étouffées du marché lointain. Plus rien ne pressait. Hasard disparut dans un éclat de lumière sans ombre, comme si l'air lui-même avait soudain refusé de s'entourer de sa présence. Sa voix, pourtant, résonnait encore sur les pierres craquelées de la cité éteinte, une vibration profonde qui habita longtemps la poitrine de Kaël. Puis tout s'effaça. La splendeur des palais, les cours d'allées baignant dans l'or du couchant, les statues immortelles où le regard se perdait, tout cela s'émietta en silence, aspiré par une force bien plus ancienne que la poussière. Le temps d'un battement de cils, Kaël fut à nouveau seul, les pieds enfoncés jusqu'aux chevilles dans la tiédeur granuleuse d'un désert immense. Le vent, rappelant la soif et la réalité, venait caresser son visage marqué par l'épreuve. Il inspira profondément. Le parfum de la roche chauffée au soleil, de la végétation lointaine, et de cette autre chose que le désert dissimule en son sein, tout cela emplit ses sens. Dans le creux de sa main, un grain de sable, simple,
brillant, comme un minuscule joyau d'ambre captant toutes les couleurs égarées de la lumière. Il le contempla avec une stupéfaction silencieuse. Sa paume refermée autour de cette étincelle dérisoire lui semblait un vœu fait au chaos, une promesse scellée dans l'infime, et la phrase d'Hazard tournait encore sous son crâne. « Tu l'as libéré ». Kaël demeura longtemps ainsi, replié sur lui-même, agitant doucement les doigts. Le grain sautillait au creux de sa chair, chaud, presque vivant. Autour de lui, le désert attendait. C'était un lieu sans âge, infini, modelé par la patience du vent et la ténacité du soleil. Kaël y voyait maintenant autre chose qu'un étalage d'épreuves. La matière même du monde, libre, foisonnante, imprévisible. Chaque pas, pensa-t-il, serait désormais un lancer de dés. Il s'avança. Ses traces imprimaient des découvertes imaginaires sur le sable. Au loin, la ligne sombre d'une chaîne de collines dansait sous la chaleur vacillante. Il n'avait ni carte, ni boussole, mais la direction s'imposait, silencieuse, une nuance à peine plus profonde dans le gris du lointain. C'était là qu'il devait aller, sans raison. Peut-être pour remettre le hasard en mouvement, ou simplement parce qu'il fallait avancer. La soif lui rongeait la gorge. Il s'arrêta et s'accroupit, laissant couler le sable entre ses doigts. Le grain brillant resta, comme aimanté à sa paume. Intrigué, Kaël le porta à hauteur des yeux. Il reflétait le ciel, mais aussi, d'une façon étrangement précise, son propre visage, agrandi, pétri de fatigue et d'espérance. Un sourire lui monta aux lèvres. Il tenait là, dans l'infime, ce que même les puissants n'avaient pu enfermer. La chance, la possibilité, l'inconnu. Tout pouvait arriver, désormais. Tout était permis. Il était libre, et le monde aussi. La première nuit tomba rapidement, brutalement. Kaël s'enroula dans sa cape, le grain serré dans le poing. Les étoiles ressemblaient à autant de grains dispersés sur la toile noire du ciel. Jamais il ne s'était senti aussi petit, et pourtant, une force tranquille coulait en lui, celle de pouvoir recommencer, ailleurs, autrement. L'expérience de la cité et d'Hazard avait creusé en lui une place pour le silence, le vide et la merveille. Il songea à ce qu'avait dit Hazard. Le hasard n'existe que pour ceux qui veulent le contrôler. Mais si l'on accepte de ne rien tenir, d'ouvrir la main aussi grand que le désert lui-même, alors tout redevient possible. S'endormant, Kaël glissa le grain brillant sous sa langue, sensation froide et aiguë, puis céda à la nuit. Le lendemain, il fut réveillé par un cri, un oiseau, solitaire, silhouette noire sur le fond éclaboussé d'azur. La faim commençait à l'assaillir. Kaël reprit sa marche. Chacun de ses pas était rythmé par le balancement du grain dans sa poche, un talisman léger et insaisissable. Le désert, loin de n'être qu'hostile, se révéla changeant, mouvant, presque accueillant. Un matin, alors qu'il croyait ses réserves de force épuisées, il aperçut un buisson sec, chevelure verte sur une dune. Des bailles pendillaient entre les branches. Il hésita. Aurait-il la chance de s'en repaître sans danger? Il se rappela le grain. Il le lança vers le buisson. Le petit éclat décrivit une parabole parfaite, atterrit dans le nid de branches. Un oiseau s'envola, effrayé, et Kaël s'approcha. À sa place, du miel dégoulinait d'un rayon caché dans l'ombre, et les baies, en vérité, étaient mûres et sucrées. Il remercia silencieusement le hasard, reprit le grain brillant, le remit en poche, puis but du miel sur ses doigts. Le goût le réconforta plus que la douceur. Ce serait donc cela, désormais. Faire confiance, relancer à chaque carrefour la part de hasard qu'il possédait. Plusieurs jours passèrent. Le désert se moulait à ses pas, et plusieurs fois il s'étonna de croiser des signes, des indices infimes d'un chemin possible. Une touffe d'herbe droite qui indiquait l'aube, des cailloux dessinant des silhouettes familières, parfois la trace, improbable, d'un sabot ou d'une griffe. Un soir, épuisé, il s'étendit sur le dos, les bras étalés. Le ciel était pur.
Le grain brillant crépitait dans sa main, comme si une voix discrète chantait à l'intérieur. « Tu l'as libéré, pensait-il, et toi aussi, tu es libre maintenant. » Il comprenait enfin. Le risque n'existe que pour ceux qui cherchent à s'en protéger. Depuis qu'il ne cherchait plus à maîtriser son sort, chaque instant lui était rendu dans sa pureté nue, comme un miracle permanent. Un matin, alors qu'il arrivait au pied d'une colline, il trouva un village. Il n'apparaissait sur aucune carte, sanctuaire minuscule au fond d'une vallée basse. Des enfants couraient en criant, poursuivis par un chien maigre. Kaël les observa, le cœur battant de gratitude. Il entra dans la première maison de Torchi, s'offrit un sourire et demanda de l'eau. Le vieil homme qui le reçut parut surpris, mais l'accueillit, paroles rares et gestes sobres. Autour d'un feu, on lui servit du pain, du lait, et bientôt les villageois accoururent pour écouter ses histoires. Il raconta la cité d'Hazar. Il parla du hasard, du jeu, du grain de sable brillant qu'il gardait toujours sur lui. Certains hochèrent la tête, d'autres rirent, certains s'en défièrent, crurent à une fable destinée à détourner la peur de la nuit. Mais une vieille femme s'approcha de lui, posa la main sur la sienne, et laissa tomber un vieux caillou plat dans son autre paume. « Jadis, souffla-t-elle, j'ai marché là-bas, sur les terres brûlées. Le hasard, ce n'est pas la peur, c'est la liberté. Mais il faut du courage pour ne pas choisir, pour relancer encore et encore. » Elle lui sourit, adoucit son regard dans la lumière du soir, puis s'en alla. Kaël resta pensif. La nuit venue, allongé dans le grenier du village, il rêva d'un désert sans fin où, chaque matin, une route nouvelle apparaissait sous ses pas. Mais les jours passaient, et il sentait peu à peu que le grain de sable ne lui appartenait déjà plus. Quelque chose, dans l'équilibre du monde, l'appelait à le rendre à son royaume d'origine. Chaque nuit, le grain était plus chaud, plus lumineux, presque douloureux contre la paume. Kaël comprit avec une résignation mêlée de gratitude. Tout don, même le plus infime, doit être restitué pour garder sa puissance. Le matin du 7e jour, il s'éveilla avant l'aube, alors que tout dormait. Il quitta le village, gravit la colline jusqu'au sommet d'où l'on apercevait les vallées grises et les rivières d'ombre. Le ciel s'ouvrait en une mer de nacre. Il retira le grain de sa poche, le contempla longuement sous les premiers éclats du soleil neuf. Il pensa à tous ceux qu'il avait rencontrés, à Hazar, à la promesse faite entre ses doigts. Il pensa à tout ce qu'il ne savait pas, tout ce qui restait à découvrir, et à la joie de s'abandonner. Dans une prière muette, il ouvrit la main et laissa le vent emporter le grain brillant. Il voltigea, tourbillonna, puis se perdit dans l'immense lumière du jour, rejoignant la multitude de ses frères, porteurs de chance et de liberté. Kaël sourit, sentit ses épaules s'alléger. Désormais, chaque grain sous ses pieds portait la même étincelle, et chaque souffle d'air était capable, en un instant, de faire basculer le destin. Il descendit de la colline, sans hâte, la poitrine vaste et légère. Il avançait sans connaître la suite, mais cela n'avait plus la moindre importance. Il avait appris ce que contient le dernier lancer, et dans l'espace laissé par l'incertitude, il y avait de quoi bâtir 1000 vies. Le jour s'étira, tour à tour brûlant et doux, et le pays changeait en même temps que lui. Kaël chemina, traversant vallées et montagnes, reçu çà et là comme un frère, parfois rejeté ou oublié. À chacun il offrait une histoire, une main tendue, une confiance neuve. Le hasard, maintenant, vivait en lui comme une étoile discrète. Non plus comme un maître à domestiquer, mais comme un souffle complice, un compagnon de chaque instant. Parfois, assis à la croisée des vents, il posait au sol une poignée de sable, y plongeait le doigt, à la recherche de ce grain unique et parfait. Il ne le retrouvait jamais, car tous les grains brillaient désormais pareillement dans son regard. Et chaque fois qu'on lui demandait d'où il venait, ou quelle route il comptait suivre désormais, Kaël riait, les yeux tournés vers l'horizon mouvant. « Je suis là, répondait-il, là où le monde choisit d'être différent. »
Et lorsque le soir venait, il remerciait, dans un souffle, le désert, la chance et le dernier lancer qui avait ouvert, au milieu du rien, toutes les routes à venir. Les lampes suspendues au-dessus des tapis diffusaient une lumière chaude, dorée, oscillant doucement au gré de la brise que soulevaient les portes du casino à chaque nouvelle venue. Dans le tumulte des verres teintés, dans la vaste rumeur où s'entremêlaient rires nerveux, soupirs retenus, effluves de parfums et de tabac, nul ne savait dire à quel moment précis il était entré. Un siège s'était simplement trouvé vide. Peut-être avait-il toujours été là, ou bien venait-il à l'instant d'apparaître. L'homme s'assit au bord du silence, à la table la plus animée, déposant devant lui une unique pile de jetons. Son regard embrassait la salle, paisible et inatteignable, et quelque chose dans la couleur de ses yeux fit frémir la croupière. Une clarté dorée, oscillant dans la lumière, impassible face au pitoyable ballet du cours du hasard. Dans toutes les villes du globe, du tapis feutré de Macao aux salles vibrantes de Monte-Carlo, du chuchotement discret de Baden-Baden à la démesure étouffante de Las Vegas, cette histoire persistait. Ceux qui avaient croisé son chemin parlaient d'une main assurée, d'un sourire qui ne ressemblait ni au triomphe ni à la défaite. Les joueurs superstitieux, accoudés au bar, chuchotaient que parfois, après sa visite, la chance au casino se retournait. Les machines versaient des fortunes inattendues ou dévoraient les économies des plus insouciants. Les gérants remplaçaient la roulette où il s'était assis, persuadés qu'il avait laissé une empreinte fatale ou bien une bénédiction. Kale. Le nom revenait, prononcé à voix basse, dissous dans les ombres comme un charme à ne pas comprendre entièrement. Ceux qui voulaient croire répétaient qu'il n'était plus tout à fait un homme. On murmurait qu'il avait été condamné à errer entre les tables, à guetter les jetons qui tournaient et les délancer, jusqu'à la fin des temps. D'autres, plus hardis, assuraient qu'il avait transcendé sa propre existence, que le hasard l'avait absorbé, dissous et recréé, jusqu'à ce qu'il devienne l'essence même de la volte-face, du sort, celui qui régit la permutation du possible. Lorsque la mer cinglait les vitres du casino de Deauville, que le Mistral lançait ses rafales contre le portique de Monte-Carlo ou que le vent du désert hurlait entre les néons pâles de Vegas, les joueurs tressaillaient. Car il suffisait d'un souffle pour que l'histoire se répète. Dans la nuit saturée de promesses, les cartes seraient mêlées une fois de plus, la roue tournerait, et dans le battement des jetons, il paraîtrait possible d'entendre, juste un instant, le secret du monde. Une nuit, dans un établissement oublié aux abords du Vieux-Caire, la salle était presque vide. Des hommes en lin froissé jouaient la montre, des serveurs balayaient la cendre tombée sur le velours. Un vieil homme, ayant tout perdu en 5 minutes, fixait son verre comme si la solution de sa vie y dormait. C'est à ce moment que Kael s'assit. Il glissa un unique jeton d'ivoire devant lui, souleva légèrement la main, salua la croupière d'un regard trop calme. Le silence se fit, comme une onde discrète. Même le vieux perdu dans ses regrets sentit que quelque chose venait de changer. La mise fut posée. La bille s'élança, tourna, hésita à chaque poche, et selon la loi du hasard, finit par se poser précisément là où Kael l'attendait. La salle s'immobilisa, la croupière déglutit. Au dehors, le vent du Nil souleva la poussière contre les carreaux. Lorsque les occupants redressèrent la tête, l'homme n'était déjà plus là. La chaise oscillait, marquant le souvenir de son passage, et le jeton avait disparu, absorbé par la table comme une larme dans le feutre. Ce jeu, ce geste unique répété dans des centaines d'endroits, traversait les âges. Des nuits électriques succédaient à des nuits de velours. Des langues du monde entier échangeaient des hiéroglyphes de chance, de perte, de fortune, de malédiction. Partout, Kael laissait derrière lui le sentiment qu'un PAN du réel venait d'être effleuré, que l'ordre naturel des choses pouvait à tout moment basculer. Dans une taverne de la baie de San Francisco, un marin raconta un soir la version la plus ancienne. Il paraît que le tout premier casino se trouvait sur une île disparue et que Kael y avait joué contre le diable en personne. On ne savait rien du pari, sinon que le diable avait perdu et, comme tout pacte se paie, c'est Kael qui hérita du devoir de garder la frontière entre chance et fatalité. Depuis, disait-on,
chaque table où il s'assoit bascule dans une autre réalité. D'autres témoignages, moins grandioses, évoquaient une sensation étrange. Les joueurs à la table sentaient leur cœur se ralentir, comme si tout devenait possible. Un homme, qui regardait la roue tourner près de lui, sentit que s'offrait à lui une seconde chance, ou bien la fin définitive de ses espoirs. Il ne savait plus, le lendemain, s'il avait gagné ou tout perdu. Une femme, elle, sentit que son passé s'effaçait devant l'avenir, chaque jeton une page arrachée de sa propre histoire. Avec le temps, la mémoire collective fit de Kael une légende à usages multiples. Les braves qui gagnaient gros juraient l'avoir vu à la table voisine, inspirant leur audace soudaine. Les malchanceux se rassuraient en se disant que sa seule présence avait détourné la fortune. Et les rêveurs, ceux qui ne venaient pas pour l'or mais pour la caresse du risque, voyaient en lui le gardien de leur passion secrète. Parfois, entre deux mains nerveuses, le claquement des jetons semblait s'accorder au tempo lent et ironique de ses pas invisibles. Pourtant, tous, du plus habile faiseur de miracles au plus naïf des joueurs, sentaient que son passage avait creusé une ride de curiosité sur leur vie. Une question sourde, jamais tout à fait formulée. Quel sens y avait-il à jouer, si tout dépendait d'un regard, d'une main absente, d'un souffle du hasard? Le jeu devenait alors autre chose. Un miroir étrange où se reflétaient les désirs les plus terribles et les plus beaux, les fantômes du passé et les rêves du futur. Parfois, dans les premières heures du matin, quand les derniers joueurs errent tels des ombres en lisière des tables désertes, l'air semble vibrer d'un reste de mystère. Un bout de carte s'effiloche, une bille hésite à tomber, un jeton rebondit une fois de trop. Ce sont, murmurent les anciens, les échos du pas de Kael. La structure elle-même du hasard qui frémit à son abord se rétracte ou s'offre. Dans la poussière blanche d'un matin californien, à l'ombre d'un hôtel disparu, une serveuse souda prête à l'oreille. Le vent s'était levé, filant entre les grandes portes comme une caresse sur le velours vert, soulevant des lambeaux de souvenirs. Par-delà la rumeur familière, elle crut entendre son nom, connu sans l'avoir jamais appris, Kael. Un frisson la parcourut, elle recula d'un pas, le plateau tremblant. Rien que le vent, pensait-elle. Mais son regard fut attiré vers la table du coin. Là, un jeton d'or solitaire tournait sur lui-même, vibrant une dernière fois avant de tomber à plat. La serveuse fit le tour de la table, mais déjà, le jeton avait disparu, comme aspiré par la lumière crue du dehors. Elle ne sut jamais d'où il venait ni qui l'avait déposé. Avec les années, on apprit à distinguer, derrière chaque histoire de fortune soudaine ou de perte inexplicable, la trace d'un jeu plus vaste. Le joueur éternel ne faisait jamais deux fois la même partie. Son geste était différent, ses mots changeaient, mais c'était toujours la même leçon. La beauté du risque, la tendresse amère de la perte, la fraîcheur du possible. Il avait ceci de particulier qu'on l'oublie l'instant d'après, mais jamais tout à fait. La mémoire d'un rêve oublié persistait dans le cœur de ceux qui l'avaient côtoyé. Il y a longtemps, soufflait une vieille femme à ses petits-enfants sous les néons usés d'un casino abandonné, il y avait un joueur plus vieux que le temps. On dit qu'il pouvait faire tourner la roue du monde d'un soupir, et que quand il posait sa mise, le destin n'avait d'autre choix que de s'incliner. Les enfants écoutaient, regardant à la dérobée la salle où, çà et là, quelques silhouettes courbaient l'échine sous le poids d'une nuit longue. Ils cherchaient du regard la trace des yeux d'or, la silhouette fine à l'ombre d'un pilier. Rien ne venait. Ils guettaient pourtant, oreilles tendues, le murmure du vent dans le tintement des pièces, pour surprendre s'il venait, cette nuit-là, leur sourire dans son passage. Un homme à la barbe grisonnante, ayant tout perdu et regagné 3 fois dans la même nuit, disait parfois « Ce n'est pas l'argent, voyez-vous. C'est cette idée que, tant qu'on joue, tout peut encore arriver. » Ceux qui avaient vu Kael comprenaient cette vérité-là. Il n'apparaît qu'à ceux dont le cœur n'est plus occupé ni par la peur de la perte, ni par la soif du gain. Seulement par l'instant suspendu, cette brèche dans le temps où tout bascule. Los Angeles, 2060. Les casinos avaient changé de peau. Écran tactile, lumière froide,
hologramme fascinant. Pourtant, la légende persistait. Un soir, dans la lumière bleue où flottaient des avatars, un joueur en chair et en os, bien vivant, détourna les regards. À sa table, le système capta un bug étrange, une lumière dorée. La caméra ne put fixer son visage, seulement la lueur d'or de ses yeux, et la main pâle posant une mise sur un numéro qu'aucun autre n'aurait tenté. L'instant s'étira, hors du temps et des algorithmes, avant qu'en un souffle, l'homme ne s'efface comme un pixel brûlé sur l'écran. Les ingénieurs cherchèrent des explications. Le caissier jura n'avoir vu qu'un sourire. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt.